5 milliards de francs CFA sont saisis dans une valise à Ouagadougou au terme d'une opération discrète menée par la sécurité burkinabé en collaboration avec le renseignement militaire. Derrière ces billets parfaitement empilés se devine une tentative méthodique de corrompre des soldats clés, de fissurer la chaîne de commandement et de tester la solidité du régime. Que révèle vraiment cette scène et pourquoi la figure d'Ibrahim Traoré devient-elle le prisme obligé pour comprendre ce bras de fer silencieux qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso ? Ce soir-là, le pays découvre que sa souveraineté coûte un prix élevé, mais aussi un refus net. L'affaire de la valise n'est pas un simple épisode sécuritaire, mais l'entrée d'un pays dans une zone où chaque décision engage sa survie politique et morale. En suivant le fil des faits établis, le récit promet d'expliquer comment un dispositif clandestin, préparé depuis des semaines, a glissé d'une manœuvre de corruption à une tentative coordonnée visant à fracturer la loyauté militaire. La valeur de cette enquête tient dans une promesse claire: offrir un cadre analytique solide qui éclaire la mécanique d'influence étrangère au Sahel, en s'appuyant uniquement sur les données réelles et les séquences documentées. Un micro-hook se dessine déjà. Si 5 milliards en liquide n'ont pas suffi à acheter une conscience, c'est que d'autres forces, plus profondes, façonnaient le rapport de pouvoir. Le véritable enjeu apparaît alors: comprendre pourquoi un État que l'on croyait vulnérable parvient à déjouer une opération transnationale et comment cette résistance modifie l'équilibre régional. Ce chapitre établit ainsi les conditions du récit. Un pays pris entre dépendance historique et volonté de rupture, contraint de choisir sa trajectoire sous pression constante. La révélation tombe dès les premières heures de l'enquête. L'opération du 8 novembre 2024 n'était pas un acte isolé, mais la partie visible d'un dispositif visant au moins 12 officiers ciblés. Ce chiffre, confirmé par les services burkinabés, expose brutalement l'ampleur d'un réseau qui croyait pouvoir fissurer la hiérarchie militaire sans éveiller les soupçons. À partir de là, le récit change de nature. Les enquêteurs, en déroulant les communications cryptées et les transferts financiers, découvrent qu'un agent étranger, équipé d'une valise contenant 5 milliards de francs CFA, n'agissait ni seul ni à l'improviste. Pendant plusieurs jours, il évolue à Ouagadougou comme un investisseur légal, parcourt des conférences, rencontre de jeunes officiers et multiplie les approches sous le couvert de partenariats économiques. Mais les conversations infiltrées montrent une intention unique: acheter la fidélité de soldats considérés comme stratégiques, créer une brèche dans la chaîne de commandement, précipiter un coup éclair. C'est ici qu'intervient une dynamique inattendue. Les soldats approchés, déjà informés discrètement par leur hiérarchie, feignent l'intérêt, prolongent les discussions et laissent croire que la manœuvre fonctionne. Leur sang-froid devient le pivot de la future arrestation. Le 8 novembre, lorsqu'ils acceptent de se rendre au rendez-vous final, tout est en place. Caméras, équipe d'intervention, surveillance électronique. À 10 heures précises, l'agent ouvre la valise. 3 minutes plus tard, il est neutralisé, les fonds saisis et les communications capturées. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré joue un rôle central, non pas comme simple chef d'État informé en aval, mais comme acteur d'une rupture assumée. Depuis 2022, il défie les accords hérités, renégocie les contrats miniers et affirme une souveraineté qui dérange. L'opération du 8 novembre devient ainsi un symbole, la preuve qu'un pays longtemps perçu comme fragile peut opposer un refus méthodique aux tentatives d'ingérence. Ce cadre réduit, quelques jours, une valise, un réseau transnational, suffit à révéler un dilemme qui obsède toute la région. Jusqu'où un État peut-il défendre son autonomie lorsque d'autres pensent pouvoir acheter son destin ? Au cœur des premiers jours qui suivent l'arrestation, deux figures deviennent essentielles pour comprendre comment l'opération a pu réussir et comment elle a immédiatement transformé l'atmosphère au sein de l'armée. Le premier portrait est celui d'un sergent de la région de Kaya, l'un des soldats approchés par l'agent étranger. Prévenu à temps, il accepte de jouer le rôle le plus risqué. Maintenir le contact, répondre aux sollicitations et surtout masquer toute méfiance. Ceux qui l'ont observé racontent son calme étonnant, sa capacité à écouter sans laisser percevoir le moindre doute.
Son attitude discrète permet aux renseignements d'identifier les relais utilisés par le réseau et d'anticiper les mouvements de l'agent infiltré. Le second portrait est celui d'un jeune officier de Ouagadougou chargé de coordonner les équipes de surveillance. Pendant plusieurs jours, il compile les horaires, les rendez-vous, les déplacements, affine les points d'entrée possibles et établit une cartographie de risque. Son travail n'a rien de spectaculaire, mais il devient la colonne vertébrale de l'opération. Grâce à ces analyses, les équipes savent où placer les capteurs, quel couloir surveiller, comment orchestrer l'intervention sans tir ni panique. Ces deux silhouettes, l'un sur le terrain, l'autre dans l'ombre des écrans et des rapports, illustrent une mutation interne. Pour la première fois depuis longtemps, l'armée burkinabé agit comme une structure unifiée, consciente que chaque détail peut décider d'un basculement. Leur action entraîne une conséquence immédiate. La peur, longtemps latente dans les rangs, recule pour laisser place à une forme de discipline confiante. L'opération réussie devient un signal interne. La loyauté n'est plus un réflexe individuel, mais une stratégie collective. Avant le 8 novembre, tout semblait n'être qu'une rumeur diffuse. Après le 8 novembre, tout devient une séquence nette, découpée, implacable. L'événement se déploie en 3 temps. Kichrouat, Kaotrao, Dushan, où chaque geste compte, chaque silence pèse, chaque minute resserre l'étau autour du réseau clandestin. Tout commence à la fin d'octobre 2024, lorsqu'un message bref parvient au service de renseignement burkinabé. Un étranger, arrivé discrètement à Ouagadougou, cherche des contacts au sein de l'armée et transporte, selon une estimation initiale, une somme anormalement élevée. Le détail semble banal, mais la concordance avec d'autres alertes régionales crée une tension immédiate. Les officiers ouvrent alors un dossier de surveillance. Ils suivent l'homme dans ses déplacements, le voient participer à des conférences économiques, multiplier les rencontres en présentant un profil d'investisseur classique. Rien, dans son attitude, ne laisse deviner la mission réelle, tester la loyauté de militaires ciblés et préparer un point de rupture interne. Les premiers jours offrent une image trompeuse, celle d'une capitale paisible où l'on ne soupçonne rien. Pourtant, en arrière-plan, les rapports s'accumulent. Appels cryptés, intermédiation civile, rendez-vous répétés. La mécanique se met en place. Le 5 novembre, la cellule mixte sécurité-renseignement considère que la ligne rouge a été franchie. Les preuves sont suffisantes. Tentative d'achat, promesses indirectes, montants évoqués. Les soldats approchés feignent l'intérêt, maintiennent la façade, amplifient même leurs échanges pour obtenir une date finale. L'agent étranger mord à l'hameçon. Il fixe la rencontre ultime pour le 8 novembre 2024 à un hôtel d'affaires du centre-ville. La scène se prépare comme une chorégraphie. Caméras positionnées, communication suivie, trajectoires anticipées. À l'aube, les forces spéciales encerclent discrètement le périmètre. À 10h, l'homme ouvre la valise. 5 milliards parfaitement empaquetés. 3 soldats présents font mine d'accepter, serrent la main, posent les mots convenus, puis en moins de 3 minutes, tout bascule. Les unités entrent, l'agent est neutralisé. Aucun bruit, aucun tir, aucun témoin paniqué. C'est une opération chirurgicale conçue pour exposer une méthode, pas seulement un suspect. Dès l'après-midi, les analystes découvrent que le réseau dépasse largement le cadre burkinabé. Relais en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, financement indirect via des ONG écrans. Les documents saisis éclairent une stratégie régionale visant à fragmentation rapide. Le soir même, les premières images de la valise circulent discrètement dans les couloirs des institutions. Le lendemain, elles font la une. C'est ici que Ibrahim Traoré intervient. Dans son discours solennel, il parle d'un acte de résistance collective et affirme que la souveraineté ne se monnaie pas. Ces mots frappent non par leur dureté, mais par la clarté du message. L'argent, aussi massif soit-il, ne peut acheter l'âme d'un pays décidé à rompre avec les dépendances invisibles. Cette séquence provoque une onde de choc. Dans les casernes, les soldats félicitent discrètement ceux qui ont joué le rôle le plus exposé. Dans les rues, les habitants parlent d'un nom qui marque un tournant. Dans la région, les observateurs comprennent que le Burkina Faso vient de prouver quelque chose de rare, la capacité à dire non avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là que commence la vraie bataille, celle où un pays doit transformer une victoire ponctuelle en digue durable. Premier chiffre, les 5 milliards de francs CFA.
Cette somme, saisie dans la valise de l'agent étranger, représente l'équivalent de plusieurs infrastructures publiques majeures. Elle expose une logique brutale. L'argent destiné à acheter la trahison possède un poids politique bien supérieur à sa simple valeur monétaire. En comparaison, cette même somme permettrait de financer des hôpitaux régionaux ou d'équiper 2 bataillons complets, ce qui montre l'ampleur du détournement implicite dans la tentative de corruption. Elle devient donc le symbole d'un dilemme ancien. Là où un pays fragile pourrait accepter une aide, le Burkina Faso choisit de refuser un piège. Deuxième chiffre, les 12 officiers ciblés. Selon la direction du renseignement d'État, au moins 12 membres de l'armée ont fait l'objet d'approches indirectes avant l'opération. Ce nombre révèle une stratégie de saturation. Frapper simultanément plusieurs points en espérant qu'une seule fissure suffise à affaiblir l'édifice institutionnel. Il montre aussi le degré de préparation du réseau. Ce n'était pas une tentative opportuniste, mais un schéma méthodique. La conséquence est directe. Le taux de compromission, calculé par les analystes après l'arrestation, est resté à 0%, ce qui constitue un résultat extrêmement rare dans un pays soumis à des pressions multiples. Cette absence totale de défection devient un repère stratégique, une preuve que la cohésion interne dépasse les attentes initiales. Troisième chiffre, le bond de 420% à 68% dans la confiance institutionnelle. 2 semaines après l'incident, un sondage du ministère de la Communication indique que 68% des citoyens estiment que l'opération a renforcé leur confiance dans l'État. Ce saut de plus de 20 points n'est pas seulement statistique, il correspond à une transformation psychologique collective. Là où l'insécurité avait fragmenté le tissu social, la réussite du piège crée une forme d'unité inattendue. C'est un effet domino. Les marchés reprennent confiance, les transferts informels vers l'étranger diminuent, et une partie de la population cesse de croire que seules les puissances extérieures peuvent stabiliser le pays. Des chiffres au récit. Dans ses discours, Ibrahim Traoré insiste sur ces données. Non comme des trophées, mais comme des preuves d'une résilience partagée. Il parle d'une économie du courage, où la fidélité devient un capital social qui protège davantage qu'un budget militaire. Cette formule, reprise dans les médias nationaux, donne un sens nouveau aux statistiques. Elle mesure moins la croissance que la cohésion. Les forces de sécurité confirment d'ailleurs une baisse de 18% des incidents armés dans la zone centrale après la neutralisation du réseau. Ce recul partiel ne garantit pas la stabilité, mais il démontre un effet direct de l'opération sur le terrain. Mis bout à bout, ces chiffres montrent que la tentative de déstabilisation a produit l'inverse de ce qu'elle visait. Au lieu de fragmenter, elle a soudé. Le pays répond à une attaque invisible en construisant un front intérieur mesurable, solide et difficile à acheter. C'est la preuve la plus nette que la statistique peut devenir un rempart et que la souveraineté, lorsqu'elle est défendue de manière cohérente, se traduit en données concrètes. 2 visions s'opposent lorsqu'on analyse la trajectoire prise par le Burkina Faso après l'affaire du 8 novembre. La première, largement relayée par certains observateurs étrangers, avance que la ligne souverainiste adoptée depuis 2022 porte en elle un risque d'isolement progressif. Selon cette lecture, rompre avec des partenaires historiques, revoir brutalement les accords militaires et économiques, ou dénoncer publiquement des réseaux d'ingérence pourrait fragiliser un pays déjà confronté à l'insécurité et à une économie limitée. Pour ces analystes, la centralisation du pouvoir accroît la dépendance à un cercle restreint, ralentit la coopération internationale et expose le pays à des représailles financières. Le second courant de pensée défend une lecture inverse. Pour ses partisans, la rupture n'est pas un caprice idéologique mais un acte de survie politique. Il rappelle que pendant des décennies, la dépendance militaire extérieure n'a pas apporté la stabilité espérée. Les attaques ont continué, les trahisons internes ont persisté et les promesses de développement se sont dissoutes dans des programmes incohérents. L'affaire de la valise vient renforcer cette position. La tentative de corruption déjouée, la neutralisation d'un réseau transnational et la loyauté intacte des soldats approchés deviennent les preuves tangibles qu'un pays peut se défendre sans accepter une tutelle déguisée.
Pour eux, cette cohésion interne représente un capital stratégique rare, plus précieux que certaines aides internationales assorties de conditions opaques. Le Stillman consiste à reconnaître la part de vérité dans la critique initiale. Oui, le risque d'isolement existe, oui, la rupture avec des acteurs influents peut ralentir des projets clés, mais les faits issus de l'enquête offrent un contre-argument structuré. La tentative extérieure a échoué, la chaîne de commandement n'a pas cédé, et la population a réagi par un regain de confiance mesurable. Autrement dit, la stabilité recherchée par les tenants de la coopération traditionnelle s'est paradoxalement manifestée après une décision de rupture. Ce débat ne se résume donc pas à une opposition idéologique. Il dévoile plutôt un dilemme continental. Comment un État africain peut-il s'affirmer sans s'enfermer, se protéger sans se couper, et négocier sans se soumettre ? Tout bascule d'un coup. Ce basculement naît de documents saisis que les enquêteurs décodent en priorité, révélant qu'un réseau bien plus large que prévu opérait simultanément dans 3 pays du Sahel. Les flux financiers repérés, jusque-là présentés comme des programmes humanitaires, se transforment soudain en schémas d'influence structurés, utilisant des fondations écrans et des intermédiaires civils pour masquer des transferts dirigés. Les analystes comprennent alors que la valise du 8 novembre n'était qu'un maillon d'une chaîne destinée à fragiliser les gouvernements les plus rétifs. Là intervient un geste politique rare. Ibrahim Traoré, informé heure par heure, choisit de rendre publiques certaines pièces du dossier. Ce choix bouscule la stratégie traditionnelle du silence diplomatique. En exposant les acteurs de l'ombre, il retire à leur soutien le contrôle du récit. La phrase qu'il prononce « Nous ne conspirons pas, nous résistons » se propage aussitôt dans les quartiers et les casernes. Cette révélation modifie le rapport de force. Jusqu'ici perçue comme affaire interne, l'opération devient un signal régional. Un pays du Sahel, longtemps jugé vulnérable, montre qu'il peut répondre à l'ingérence par la transparence maîtrisée. Le midpoint est atteint. Désormais, chaque acteur comprend que la bataille se joue aussi sur la narration. Les retombées de l'affaire du 8 novembre ne se répartissent pas uniformément. Elles touchent 4 sphères, institutions, armées, population, régions, chacune réagissant selon sa propre logique, mais toutes influencées par le signal envoyé par Ibrahim Traoré. L'État burkinabé transforme immédiatement la crise en opportunité de réorganisation. Le ministère de la Défense, conscient des vulnérabilités révélées par l'opération, lance un audit interne sur les circuits financiers et les communications sensibles. 3 semaines plus tard, un décret introduit une supervision accrue des contrats étrangers, limitant les accords opaques avec des acteurs non identifiés. Ces mesures rassurent les partenaires africains, inquiets d'une ingérence persistante dans la région. L'effet principal est une restauration progressive de la crédibilité institutionnelle. Ce que la corruption aurait pu fissurer, la réaction rapide le consolide. La tentative avortée devient un cas d'école en gestion de crise étatique. Les entreprises burkinabées ressentent à leur tour l'onde de choc. Les marchés, d'abord paralysés par l'annonce de la tentative de déstabilisation, observent une stabilisation inattendue. Le recul de 32% des transferts informels vers l'extérieur, enregistrés dans les 10 jours suivant la révélation, devient un indicateur clé. Les citoyens cessent d'envoyer massivement leurs économies à l'étranger, rassurés par la riposte institutionnelle. Les commerçants de Ouagadougou notent un regain de confiance mesuré dans les transactions locales. Les entreprises minières, bien que vigilantes, s'adaptent aux nouvelles règles imposées par l'État en matière de contrats. Le coût immédiat existe, mais la dynamique globale traduit un mouvement, l'économie se recentre. L'impact le plus visible se trouve dans les rues. Les habitants évoquent l'opération comme un acte de dignité nationale. Les images de la valise, relayées par la presse, deviennent un symbole de résistance ordinaire. Un pays qu'on croyait achetable dit non. Les associations citoyennes s'organisent, les réseaux sociaux débattent, les enseignants utilisent l'affaire comme support pédagogique pour évoquer la souveraineté. Le taux de confiance dans les institutions, passé de 45% à 68%, reflète cette transformation psychologique collective. La figure d'Ibrahim Traoré, controversée à l'extérieur, se cristallise intérieurement en incarnation d'un refus assumé. Cette cohésion sociale n'efface pas les inquiétudes économiques, mais elle crée un socle émotionnel nouveau,
celui d'un peuple conscient d'être ciblé, mais prêt à tenir. Au-delà des frontières, l'effet domino est immédiat. Le Mali, le Niger, puis le Tchad interprètent l'affaire comme preuve que l'ingérence étrangère demeure active. Les gouvernements de transition resserrent leur coopération sécuritaire, renforçant l'axe sahélien. Des réunions trilatérales à Bamako examinent les schémas de financement suspects, cherchant à harmoniser les mécanismes de réponse. Paradoxalement, les sanctions temporaires imposées par l'Union européenne renforcent chez certaines élites l'idée que la souveraineté se paie, mais qu'elle se défend. La valise de novembre devient ainsi un marqueur. Elle redéfinit les lignes de force régionales en révélant la profondeur des tentatives de fragmentation. Au total, l'affaire ne se limite pas à une arrestation spectaculaire. Elle redistribue les rapports d'autorité dans chaque couche du pays et repositionne le Burkina Faso comme acteur conscient de sa place dans le Sahel. À court et moyen terme, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais organisent les possibilités. Un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Chacun découle directement des données, des réactions institutionnelles et des retombées régionales déclenchées par l'affaire du 8 novembre. Dans ce premier scénario, le pays maintient la ligne souverainiste assumée depuis 2 ans. Les alliances avec le Mali et le Niger se renforcent au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, permettant une coordination militaire plus efficace dans les zones les plus vulnérables. L'ingérence extérieure, plus discrète mais toujours présente, pousse l'État à resserrer ses circuits financiers et ses communications internes. Cependant, les sanctions et les suspensions d'aides occidentales persistent, ralentissant certains projets sociaux et miniers. La situation reste stable, mais fragile. Cette trajectoire ressemble à une marche sur une crête, un équilibre possible, mais qui exige vigilance constante et cohésion interne durable. Ici, les réformes engagées après le scandale portent leurs fruits. La supervision accrue des contrats étrangers attire progressivement des investisseurs africains et moyen-orientaux plus disposés à des partenariats sans conditions intrusives. Les entreprises nationales s'adaptent aux nouvelles règles de transparence et l'économie, bien que modeste, se stabilise. La confiance citoyenne, stimulée par l'affaire du 8 novembre, devient un moteur d'unité. Moins de transferts informels sortant du pays, les marchés reprennent, les institutions gagnent en légitimité. La coopération sécuritaire régionale améliore la situation sur plusieurs fronts armés. Dans cette version, le Burkina Faso devient un modèle de reconstruction souveraine, un exemple de résilience mesurable. Le troisième scénario envisage un durcissement des pressions extérieures. Les aides suspendues se prolongent, les projets d'infrastructures stagnent et les partenariats alternatifs tardent à compenser les manques. Si l'économie se contracte, le mécontentement pourrait s'amplifier dans certaines régions. Les réseaux d'opposition en exil, réveillés par l'affaire, peuvent tenter de se réorganiser, exploitant la moindre faille sécuritaire. Ce scénario reste minoritaire, mais il rappelle que le pays demeure exposé. Une souveraineté affirmée ne protège pas automatiquement contre les vulnérabilités structurelles. Pour introduire ce point, ces 3 chemins ne sont pas exclusifs. Le Burkina Faso peut naviguer entre eux selon ses décisions, ses alliances et la capacité du pays à transformer une victoire défensive en stratégie durable. La bonne question n'est pas lequel adviendra, mais quelles conditions garantissent la trajectoire la moins coûteuse. Les effets de l'affaire du 8 novembre dépassent largement les frontières institutionnelles. Ils atteignent ce que vivent 3 groupes distincts, ceux qui observent, ceux qui subissent et ceux qui agissent. Chacun reçoit l'événement à travers un prisme différent, mais tous ressentent son poids dans leur quotidien. Pour ceux qui suivent l'actualité sans y être directement mêlés, l'affaire devient un repère. Les images de la valise, les récits des soldats infiltrés, les réactions officielles créent un fil narratif qui transforme la politique en matière concrète. Les conversations dans les marchés, les stations de bus ou les écoles montrent une chose, les gens cherchent un sens. Ils tentent de comprendre pourquoi un pays que l'on croyait faible résiste ainsi et ce que cela implique pour leur avenir. Ce groupe réclame surtout de la clarté, des explications simples, des faits vérifiés, des décisions lisibles. Dans les zones rurales, là où l'insécurité a longtemps dicté le rythme de la vie, la nouvelle
est reçue comme une respiration. Les habitants voient dans l'opération une preuve que l'État réagit enfin avant la catastrophe et que la loyauté militaire peut encore servir de rempart. Les enseignants y puisent un outil pédagogique, les associations un exemple de résistance pacifique, les familles un motif d'espoir prudent. Pour eux, l'impact est direct. Ce type d'événement rappelle que la stabilité n'est pas un luxe abstrait, mais une condition de survie. Les jeunes urbains, entrepreneurs, étudiants ou fonctionnaires débutants interprètent l'affaire autrement. Ils y lisent la possibilité d'une transition plus large, où le pays se défend avec méthode et non par réflexe. Ce groupe se demande comment transformer l'unité née de la crise en projet concret. Économie locale, sécurité, transparence, formation. Leur question essentielle n'est pas « que s'est-il passé ?», mais « que pouvons-nous faire avec ce qui s'est passé ?» Au final, l'affaire agit comme un miroir. Elle renvoie à chacun une part de sa propre inquiétude, mais aussi une étincelle de responsabilité. Un pays ne se construit pas seulement par les décisions de l'État, mais par la manière dont ses citoyens s'approprient ses épreuves. Pour éviter que l'affaire du 8 novembre ne devienne un simple succès ponctuel, le Burkina Faso doit transformer cette vigilance en stratégie durable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route peut se structurer autour de 5 axes clairs, chacun définissant qui agit, comment, quand et selon quels indicateurs. Une fusion encadrée des bases de données civiles et militaires doit renforcer la détection des infiltrations. Le ministère de la Sécurité fixe la méthode, communication chiffrée, vérification croisée, audit interne trimestriel, indicateurs, taux d'anomalie détectés avant incident. Les contrats miniers doivent être renégociés un par un afin d'augmenter la part nationale dans les revenus aurifères. L'État, via une commission dédiée, impose une traçabilité renforcée. Indicateurs. Pourcentage de recettes minières captées par le budget public. Le Burkina Faso renforce la coopération avec les pays de l'AES et ouvre des accords techniques avec l'Algérie, la Turquie ou l'Éthiopie. Cette diversification limite la dépendance aux bailleurs occidentaux. Indicateurs. Proportion de nouveaux accords sans conditions intrusives. Le ministère de l'Éducation déploie un programme pilote dans plusieurs régions. Histoire, économie, sécurité et citoyenneté reliés dans un même parcours. Indicateurs. Taux d'école adoptant le module. Création d'un Sovereignty Score trimestriel, autonomie économique, confiance institutionnelle, sécurité intérieure. Cet outil permet de suivre les progrès de manière transparente. Indicateur, évolution des 3 indices sur 12 mois. Par cette architecture, Ibrahim Traoré cherche moins à réagir qu'à ancrer, transformer l'épisode du 8 novembre en politique d'État, durable, mesurable et difficile à inverser. Dans les jours qui suivent l'arrestation, un détail s'impose comme un symbole. La valise ouverte sur la table de l'hôtel, silencieuse, lourde, presque immobile. C'est autour d'elle que se cristallise une émotion collective, celle d'un pays qui découvre qu'il peut encore choisir sa propre direction. Lorsque Ibrahim Traoré retourne sur les lieux, il pose la main sur cette table, un geste simple, mais chargé d'une force inattendue. Il ne parle pas d'argent, ni d'ennemis, mais de dignité. La scène, filmée puis relayée dans les rues de Ouagadougou, devient une icône instantanée. Dans les quartiers, les enfants imitent les soldats. Dans les marchés, on raconte l'histoire comme on transmet une fable moderne. La valise, objet banal détourné en outil de corruption, se transforme en témoignage d'un refus national. Elle n'est plus un conteneur de billets. Elle devient la preuve matérielle qu'un pays réputé vulnérable peut tenir face à ceux qui veulent acheter son avenir. Et au cœur de ce récit, une vérité se dépose. La souveraineté tient parfois dans un geste qui ne dure qu'une seconde. En guise de ligne directrice, l'histoire du 8 novembre ne s'achève pas avec une arrestation ni avec une valise saisie. Elle continue chaque fois qu'un citoyen, un enseignant, un soldat ou un décideur se demande ce que signifie protéger un pays au quotidien. La souveraineté n'est pas un slogan, encore moins une posture. C'est un effort partagé, un équilibre fragile entre lucidité et courage. Les événements dévoilent une chose essentielle. Un État ne tient pas seulement par ses institutions, mais par l'attention que chacun porte à ce qui peut les fragiliser.
Ce récit n'appartient donc pas qu'aux autorités ou aux analystes. Il s'adresse aussi à ceux qui cherchent à comprendre, questionner, débattre, sans s'enfermer dans des certitudes rapides. La discussion collective fait partie de la défense d'un pays autant que les opérations de terrain. Alors, si cette histoire vous a interpellé, que voudriez-vous approfondir, contester ou éclairer davantage ? Quelle place pensez-vous que les citoyens doivent occuper dans la protection de leur propre souveraineté ?